Bonjour, donc je vais vous présenter dans cette vidéo la prise en main de logiciels de conception de filtres analogiques qui peuvent être en fait de deux natures, soit des logiciels en ligne disponibles directement sur le site de fabricants de composants électroniques, soit à télécharger et à utiliser de manière autonome sur votre ordinateur. Donc dans le premier cas, je vais vous présenter le logiciel WebBench qui se trouve sur le site de la société Texas Instruments et qui nécessite la création d'un compte utilisateur sur leur site. Et dans le deuxième cas, du logiciel FilterCAD que l'on trouve sur le site de la société Linear Technology. Société qui ne réclame pas la création d'un compte sur leur site pour récupérer ce logiciel, qui a aussi le mérite de fonctionner de manière autonome, mais qui a l'inconvénient d'être un petit peu moins complet que le logiciel WebEdge. Donc je vais commencer par ce dernier, et donc on va voir tout de suite qu'en fait, quand on arrive sur la page web de cette application en ligne, qu'elle ne se limite pas à la conception de filtres. Vous pouvez voir ici que cette application permet la conception d'alimentation de cartes électroniques un petit peu complexes qui nécessitent plusieurs tensions d'alimentation typiquement pour des fonctions analogiques, pour des fonctions numériques, pour toutes sortes de choses. La conception de systèmes FPGA microprocesseurs, d'alimentation de LED, en particulier LED de puissance, pour de l'éclairage, la gestion d'horloge, la gestion de capteurs, d'interfaces en tout genre, et de références, montage de références de tension par exemple, pour des circuits de précision avec des conversions analogiques numériques qui réclament des sources de tension précises et stables dans le temps et peu bruitées. Dans le cas des filtres, la première des choses à définir, c'est le type de filtre que l'on souhaite concevoir. Donc là, j'ai fait le choix d'un filtre passe-bande, et donc c'est là-dessus qu'on va démarrer un design. Donc le démarrage du design, en fait, ça va lancer l'application, qui est une application Flash. Donc il faut que le moteur Flash soit installé sur votre navigateur, et une fois que le programme est lancé, en fait, vous avez la possibilité de changer de type de filtre. Après coup, si vous êtes aperçu que c'est un filtre passe-haut que vous souhaitez faire, vous pouvez parfaitement le changer. Je vais revenir au filtre passe-bande pour avoir un montage un petit peu plus compliqué à concevoir. Et donc là, une fois qu'on a défini le type de filtre, il convient de le caractériser en termes de cahier des charges. Donc on définit une sorte de gabarit. Le point de départ, c'est de définir le gain dans la bande passante. Donc 0 dB ici, on pourrait choisir le gain en volt par volt, donc 1, qui correspond bien à 0 dB. Ensuite, on définit un centre de bande passante. Donc on ne définit pas la bande passante en min et en max, mais en fréquence centrale et en largeur de bande passante. Donc là, en fait, la fréquence centrale choisie, elle est de 1 kHz, et la bande passante, définie à 3 décibels de chute de gain aux valeurs extrêmes, donc c'est 100 Hz. On va laisser ces valeurs telles quelles, et ensuite on donne comme information l'ondulation tolérée dans la bande passante, qui est de 1 dB. Alors ça veut dire quoi? C'est que si on tolère une ondulation, on aura la possibilité d'utiliser des filtres de Chebyshev, ce qui n'est pas le cas si on mettait 0 dB. Donc je vais mettre 0 dB, on va voir que seuls des filtres de Butterworth ou d'autres filtres dont vous n'avez pas entendu parler dans le cadre du cours de N14 pour les étudiants du TC seront proposés, mais pas des filtres de Chebyshev de type 1 typique. Une fois qu'on a défini ça, il faut définir la bande atténuée. Et donc là encore, c'est par rapport à la fréquence centrale, la bande atténuée va être rejetée à un certain nombre de Hertz autour de la fréquence centrale. En l'occurrence, 1 kHz.
Donc la fréquence maximale de la bande atténuée basse se trouvera à 500 Hz en dessous de la fréquence centrale, qui est de 1 kHz en l'occurrence, donc ça sera 500 Hz. Et le début de la bande atténuée haute sera à 1000 Hz plus 500 Hz, donc 1500 Hz, si on laisse 1000. Donc bien évidemment, le choix de cette largeur de bande et le choix du gain dans la bande atténuée impacte directement l'ordre du filtre qui sera requis. Si je diminue cette largeur de bande atténuée en mettant 200, l'ordre requis sera beaucoup plus grand, même vraiment très grand. Donc pour avoir un résultat un petit peu plus raisonnable, au lieu de mettre moins 45, je vais mettre moins 20. Alors au passage, petit détail, hein, c'est bien une valeur négative qui est indiquée, et pourtant c'est noté atténuation. Donc en fait, dans le cours, je vous ai bien fait la distinction entre gain et atténuation. Normalement, le gain est positif. Le gain est négatif, l'atténuation est positive. Quand on va dans le sens réduire l'amplitude entre l'entrée et la sortie, là il y a une ambiguïté. Normalement, ça aurait dû être noté gain égal à moins 20. Dans le logiciel de chez Linear Technology, c'est bien noté atténuation et c'est bien positif. Là, le choix qui est noté ici est pas judicieux. C'est pas un terme approprié. Mais bon, faut s'y résoudre. C'est le choix qui a été retenu par Texas Instruments. En ce qui concerne la tension d'alimentation, c'est le premier choix technologique que l'on fait en fait, de dire que notre montage sera alimenté de telle ou telle manière. On a deux possibilités, soit une alimentation double, c'est-à-dire symétrique, en moins 5 plus 5 ou en autre chose, ça peut être moins 15 plus 15, moins 12 plus 12, ça peut même être des faibles valeurs, moins 1,5 plus 1,5. Donc on va laisser moins 5 plus 5 pour notre étude, mais on pourrait aussi faire le choix d'une alimentation type batterie où on n'a qu'une seule source de tension entre une tension 0 de référence et plus 3,3 volts ou plus 5 volts ou plus 10 volts. Donc ça c'est alimentation simple. Donc, on fait le choix d'une alimentation double et on reste en moins 5 plus 5. Une fois qu'on a fait ça, là en fait je vais cocher Advanced View pour avoir un maximum de détails sur le résultat du design. Donc je vais lancer Start Filter Design et en fait le logiciel va me faire des calculs et va me proposer des solutions. Donc là en l'occurrence il en a retenu que deux, un filtre de Butterworth et un filtre à transition gaussienne à 6 dB. Donc les filtres gaussiens on n'en a pas parlé dans le cadre du cours de N14, je n'en dirai pas davantage ici, mais c'est un choix de filtre sans ondulation dans la bande passante. Si maintenant on s'aperçoit que on n'est pas contre une ondulation dans la bande passante, si elle reste modérée, de 1 dB, on peut parfaitement revenir sur le cahier des charges ici, et recalculer. Et donc là on voit tout de suite que le logiciel propose à nouveau des filtres de Chebyshev. Ce cahier des charges tolère des filtres de Chebyshev avec une ondulation de 1 dB ou de 0,5 dB, ce qui est un peu moins contraignant. Et on voit tout de suite en fait l'impact qu'a un filtre de Chebyshev d'ondulation 1 dB dans la bande passante par rapport à du Butterworth. Pour un filtre de Butterworth, le cahier des charges va nous imposer un ordre 8. Alors que pour du Chebyshev, avec ondulation de 1 dB, on a un ordre 6. Si on avait pris 0,5 dB, il faut quand même un ordre 8 ici. Et donc le choix de l'ordre va avoir un impact sur la complexité du montage. En fait, on va cascader des cellules du deuxième ordre les unes derrière les autres, et pour un huitième ordre, il faudra 4 cellules, alors que pour un sixième ordre, 3 cellules seront suffisantes. Et donc on voit ici la marge obtenue sur le gain dans la bande atténuée. On veut moins 20, mais dans tous les cas,
la dernière colonne, là on peut voir qu'on est en dessous de -20, donc ça filtre juste ce qu'il faut, 21 dB ici, alors que le Butterworth qui se trouve là, on a -22,5 pratiquement, donc on a une plus grande marge. Alors vous pouvez voir en haut de la page le WebBench Optimizer qui conduit déjà vers des solutions technologiques, même si elles ne sont pas encore présentées. On a la possibilité de concevoir un montage qui va le mieux respecter la bande passante, qui aura le plus faible coût de composants à mettre sur la carte, ou la meilleure réponse impulsionnelle. Et donc on voit en fait l'ordre des filtres qui change, on a des petits ajustements, donc très clairement le choix est plutôt classé par ordre de préférence. Donc on va dire que le choix Passepartout qui propose un compromis entre ces trois critères, c'est le filtre de Chebyshev. Donc ça c'est un compromis, on va dire, mathématique du terme. Une fois qu'on a fait la sélection d'un type de filtre mathématique, on va aboutir à un montage électronique. Et voilà ce montage. Donc montage constitué de 3 étages à base d'amplificateurs opérationnels. Alors les schémas ne sont pas reliés les uns aux autres, mais il est très clair que le premier étage est connecté au deuxième et le deuxième est connecté au troisième. Donc, on a un lien ici, et donc il suffit d'amener le signal d'entrée là, et une fois que tous les étages sont connectés, on récupère la sortie ici. Donc le fabricant Texas Instruments vous propose des amplificateurs opérationnels adaptés à la fonction, donc avec une bande passante suffisante, avec une adaptation vis-à-vis de la tension d'alimentation entre une valeur VEE et une valeur VCC, donc c'est du -5 + 5 hein, si j'ai pas changé, mais donc peu importe, et des valeurs de résistance et de condensateur. 324 kΩ, 392, 10 nanofarad. Les condensateurs sont spécifiés en capacité et en tension. Et ça va un petit peu plus loin que ça en fait. La valeur peut sembler un peu exotique, mais elle fait partie de la série E96. Donc une série précise à 1%. Cette valeur de 324 kΩ. Donc c'est une résistance de 324 kΩ précise à 1% près, qui est même encore un petit peu plus détaillé. Si on clique dessus, on voit apparaître des détails d'une référence fabricant. C'est un condensateur, c'est une résistance CRCW 040 322 4 KFKED, développée par la société Vichet, Dale, etc., etc. et qui est vendu à 1 cent. En fait, il faudrait aller voir un peu plus dans le détail ce qu'est cette résistance, parce que donc c'est un arrondi, ça vaut généralement ce genre de composant moins qu'un cent, ça peut être acheté en plusieurs milliers d'unités qui peuvent être à une fraction de cent. C'est des dollars hein, qui sont affichés ici. Et bien évidemment, là aussi, on a des critères d'optimisation qui sont là plutôt technologiques. En termes de sensibilité paramétrique, en fait, on fait des choix de composants avec des tolérances. Si on veut la meilleure précision possible, il faut prendre des condensateurs et des résistances les plus précises possibles, à 1% ici. Si on fait un choix qui est tout autre, de la taille minimale des composants, la tolérance sera pas forcément la même. On aura tendance à choisir des condensateurs à faible tolérance qui seront éventuellement plus compacts
au bout du compte. Si on veut une solution qui soit relativement passe-partout, qui respecte un certain nombre de critères, eh bien on va être amené à utiliser la position médiane qui donne une bonne sensibilité, un coût modéré du montage et une faible empreinte physique. Si par contre on veut la plus petite taille possible, si c'est vraiment le critère que l'on souhaite atteindre, là on voit que les tolérances sur les résistances et les condensateurs sont mauvaises. On aura une très mauvaise sensibilité, donc en fait on peut s'attendre à avoir un résultat d'un montage à un autre qui sera assez différent, mais on aura au moins une solution pas chère. Dans la solution médiane, là, on va dire qu'on a d'assez bons résultats avec des résistances précises à 1% et des condensateurs précis à 20%. Voilà. Donc, une fois que l'on a établi ce design, en fait, on a la possibilité d'aller un peu plus loin dans le choix des composants. En fait, quand on clique sur un composant, on voit qu'on atterrit sur le site d'un fabricant qui n'est pas Texas Instruments. Texas Instruments ne fabrique pas de résistance ni de condensateur, mais d'autres sociétés le font. Et donc on peut se renseigner plus avant sur ces composants en allant sur un site qui s'appelle Octopart, qui lui aussi n'est pas associé à un fabricant, qui n'est pas associé à un distributeur de composants, mais qui en fait centralise les données de différents distributeurs. Donc là vous pouvez voir pour une référence de composants, condensateur céramique, 100 nanofarad, 6,3 volts, etc., etc. En boîtier 0603, c'est des composants CMS d'assez petite taille. Et bien, ils sont vendus chez DigiKey en format bobine coupée. Donc les composants sont achetés en bobine généralement, et donc quand on veut des petites quantités, on va plutôt s'adresser à une société comme DigiKey ou Mouser ou Farnell par exemple. Et donc on voit le tarif qui est de 8,92 centimes d'euros, pardon. Là c'est en euros. Parce que je me suis connecté en étant en Europe, ça me propose directement les prix en euros, alors que le logiciel Texas Instruments me propose les prix en dollars. Et on voit qu'en fait on a différents distributeurs, mais que tous ne sont pas spécialisés dans les mêmes marchés. Là, DigiKey et Mouser vendent en petite quantité, on peut acheter les composants à l'unité et ensuite en plus grosse quantité à tarif dégressif. D'autres distributeurs ne vendent qu'en volume, par exemple Arrow ou Verical, qui vendent par unité de 4000, par lot de 4000, et donc minimum. Et en fait, c'est même plutôt 10 000. Et donc là, vous pouvez voir le tarif qui est divisé par, pas tout à fait 8, mais pas loin. Le prix unitaire quand on achète 10 000 unités. Donc c'est très clairement ce genre de distributeur qu'on va aller chercher quand on veut faire de la production de cartes de manière industrielle. Alors que quand on fait du prototypage, on va plutôt s'adresser à une société comme DigiKey ou Mouser. Donc voilà ce que l'on peut voir, ce que l'on peut tirer d'un logiciel de conception de filtres tel que WebBench. On peut sauvegarder sur son compte d'ailleurs le filtre et garder ses caractéristiques, éventuellement des simulations de réponse en fréquence réelle de ce montage. Bon, potentiellement, ce logiciel va assez loin pour vérifier la bonne concordance d'une simulation avec la théorie. Donc voilà ce que j'avais à dire sur WebBench. L'inconvénient, c'est que ce logiciel nécessite une connexion Internet.
d'autres logiciels sont disponibles, et en particulier FilterCAD. Bon. FilterCAD, c'est un logiciel que l'on peut télécharger sur le site Linear Technology. Donc, je vais vous montrer ce site. Donc parmi les outils de conception qui sont mis à disposition par cette société, vous avez des outils de simulation comme LT-Spice, qui est un simulateur Spice, au même titre que celui qui est incorporé dans Altium Designer. Mais donc ils vous fournissent également plein d'autres outils. Donc je ne vais pas tous citer, mais en cherchant bien sur leur site, il y a un programme qui s'appelle FilterCAD. Alors qui n'est plus maintenu depuis un certain temps. Que l'on a du mal à trouver d'ailleurs. En fait, je crois que la dernière fois que je l'ai cherché, je ne suis pas passé par le site Linear Technology, mais je suis allé directement sur... Tiens. Ah si, voilà. Directement sous Google, et je me suis laissé aiguiller par Google. Donc FilterCAD, donc vous pouvez voir que la dernière fois qu'il était mis à jour, c'était en 2000. Bon, on télécharge le fichier, il propose une inscription sur le site Linear Technology, mais c'est pas nécessaire, on peut télécharger directement le fichier exécutable d'installation. Une fois que l'on l'a téléchargé, il suffit de l'installer, ça fonctionne sous Windows XP, mais ça fonctionne également jusqu'à Windows 10, donc c'est pas un souci pour l'installer. Et une fois qu'il est sur votre ordinateur, vous n'avez plus besoin de connexion Internet pour faire votre travail. Ça a quand même des inconvénients, c'est que ça va moins loin dans le travail que le logiciel Texas Instruments. Donc on démarre un design de cette manière-là. On choisit un design rapide ou un design avancé qui demande plus ou moins de détails de la part de l'utilisateur. Next. Ensuite, on choisit le type de filtre, un filtre passe-bande. Le filtre passe-bande, on doit lui spécifier le gain dans la bande passante, 0 dB. Ensuite, le gain dans la bande atténuée, 20. Donc on notera que c'est une valeur positive et pas négative. Là, il ne vous est pas proposé de ripple, tout simplement parce que vous choisissez le type de filtre, et la notion de ripple n'a de sens que quand on est en Chebyshev. Donc là, le ripple, on peut le spécifier à ce moment-là. Par exemple, 1. Mais revenons d'abord au filtre de Butterworth. Pour le filtre de Butterworth, si on veut faire la même chose que ce qu'on a fait précédemment, on se place à 1 kHz de fréquence centrale, avec une bande passante qui fait 0,1 kHz, et une bande atténuée qui se situe à 0,2 kHz. Et donc on retrouve le résultat précédent, à savoir un 8e ordre. Pour le filtre de Chebyshev, là il propose directement le 6e ordre. Pourquoi ? Parce que donc là j'avais préconfiguré une ondulation de 1 dB dans la bande passante. Donc on retrouve bien les deux cas, 8 et 6 dB, Butterworth et Chebyshev. Et pour Bessel, là on sait tout de suite que le filtre nécessaire sera d'ordre supérieur à 16 et qu'il n'est pas capable de le faire parce qu'il faut un ordre trop élevé pour ce qui est prévu pour le logiciel, et c'est même peu réaliste d'essayer de le faire de manière analogique avec une cascade de filtres à amplificateur opérationnel. Donc prenons un filtre de Butterworth par exemple et continuons. Donc en fait,
une fois qu'on a choisi de paramétrer tout ça, on peut passer à la conception du filtre, mais on peut aussi se demander quelle va être la réponse en fréquence théorique de ce filtre. Ça permet de vérifier que ce qu'on va avoir est bien conforme à ce que l'on souhaite. Ensuite, on peut vouloir la réponse temporelle, la réponse impulsionnelle du filtre. Donc, on envoie une impulsion en entrée du filtre et voilà ce qu'on va récupérer en sortie. Bon, c'est juste à titre indicatif, c'est pas toujours très parlant, mais ça peut s'avérer utile. Et une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la partie implémentation. Le quick design, ça j'en parle pas. Implémentation, c'est l'aspect physique du filtre. Et donc là, on bascule sur une nouvelle page qui demande quelle technologie de filtre on va utiliser, soit un filtre à base de circuit actif RC, donc c'est plutôt des filtres de type universel, genre UAF41 pour ceux qui font N14 à l'UTC et donc qui vont faire un TP utilisant ce circuit intégré qui est un filtre universel, utilisant une cascade d'intégrateurs avec des rétroactions appropriées, soit un filtre à capacité commutée, dans le genre, toujours dans le même TP du MF10, sauf que là c'est des circuits Linear Technology. Donc là en l'occurrence on n'a pas le choix, rien n'est proposé côté filtre actif RC. Côté capacité commutée, on peut faire pas mal de choix, et les choix se font en fonction de la tension d'alimentation une fois encore. On doit spécifier une tension symétrique plus ou moins 5 volts ou bien une tension asymétrique 5 volts, 3 volts 3 ou 3 volts. On a pas mal de choix à ce niveau-là. Et le choix du composant va impacter le type de boîtier, la gamme de température de fonctionnement, gamme classique pour des produits commerciaux ou gamme étendue pour des produits industriels ou militaires. On a aussi la possibilité de spécifier un besoin de basse consommation qui va impacter sur ces choix également, si on le souhaite, pour des applications autonomes sur batterie typiquement. Et s'agissant d'un filtre à capacité commutée, on a besoin d'un circuit d'horloge. Donc on spécifie une fréquence d'horloge et donc tout le design va en dépendre, hein, bien évidemment. Une fois qu'on a ça, bon, en fait on récapitule le fait qu'un filtre du 8e ordre nécessite 4 cellules du 2e ordre en cascade, avec dans chaque cas une fréquence de résonance et un coefficient d'amortissement. Ici c'est pas le coefficient d'amortissement, c'est le facteur de qualité qui est une grandeur liée. Fn et Qn, ce sont des grandeurs qui sont en fait liées au numérateur de la fonction de transfert. C'est utilisé essentiellement quand on utilise des filtres elliptiques où on a des zéros de transmission et donc des deuxième ordre au numérateur, généralement avec des coefficients, des facteurs de qualité non définis, vu qu'on a un coefficient d'amortissement qui est nul au numérateur de ces filtres-là. Et donc une fois qu'on a fait ce choix-là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à cliquer sur schématique et on aboutit à un schéma du filtre. Donc c'est un circuit intégré comme le MF10, sauf que là on n'a pas 2 étages, on en a 4 qui sont intégrés dans un boîtier. Il y a besoin d'une horloge, il y a besoin d'une alimentation, et ensuite on met en cascade plusieurs cellules, et au bout du compte on a une entrée et on récupère une sortie au bout de la 4e cellule. On peut récupérer en particulier des réponses en fréquence du premier étage, du deuxième étage, du troisième étage et du quatrième étage, et on s'attend à la fin à récupérer une réponse en fréquence qui est celle prévue par la théorie. Donc on peut voir que cette conception conduit à trouver des valeurs de composants qui vont bien à mettre autour du circuit intégré. L'inconvénient par contre, c'est que si ce sont des résistances dont les valeurs sont précisées, avec une tolérance qui est précisée, il n'y a pas de référence fabricant. En fait, on ne peut pas éditer de bill of material
complet et définitif de ce montage. Il reste un travail encore à faire. Et c'est tout naturel parce qu'on est non connecté à Internet, donc on ne peut pas aller aussi loin que le logiciel Texas Instruments qui va chercher les références fabricants et qui va chercher la disponibilité et le tarif chez des distributeurs, ou en tout cas qui aide très fortement à aller dans ce sens. Donc l'avantage de ce logiciel, c'est d'être utilisable hors ligne. L'inconvénient, c'est que il offre moins de fonctionnalités de par ce fonctionnement hors ligne. Alors, je vais revenir à l'étage conception très rapidement. Je remets les paramètres que j'avais précédemment. Et donc je vais juste vous montrer ce que donne le filtre elliptique ou filtre de Cowher. En fait, quand on le sélectionne, on voit apparaître une ligne avec F1, Fn qui apparaît. Donc en fait, on a bien des cellules du deuxième ordre avec un dénominateur qui est défini avec une fréquence de résonance et un coefficient, un facteur de qualité qui correspond à un coefficient d'amortissement. Et au numérateur, il n'y a qu'une fréquence de résonance, il n'y a pas de facteur de qualité, il n'y a pas de coefficient d'amortissement parce que le terme du premier ordre vaut 0. Et donc, en termes de réponse en fréquence, voilà ce que ça donne, ce genre de filtre. Donc là, on ne voit pas explicitement les zéros de transmission, on a l'impression qu'on a un gain négatif mais fini, mais en fait le tracé se fait avec une résolution insuffisante pour montrer qu'en fait normalement on plonge complètement à une valeur infinie négative du gain, et ça avec un ordre 6, donc avec une structure qui sera plus simple à synthétiser que qu'un simple filtre de Butterworth. Donc voilà ce qu'on peut voir avec ce logiciel là. La conception elle est quand même intéressante et assez fortement automatisée, même avec un logiciel qui est assez daté. Il a quand même une quinzaine d'années ce logiciel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et donc il reste maintenant à faire le lien entre ce que vous avez vu là, ce que vous pouvez voir dans le cadre de TP et ce que vous avez vu en cours et en TD.